Voilà, on a regroupé nos deux présentations. Je devais faire une première présentation avec Laura Beyer-Bergeau, donc de l'hôpital Nord de Marseille, dont l'équipe est pionnière en matière de simulation et d'école de chirurgie notamment, et qui n'a pas pu venir pour des raisons d'accident de travail au sein de membres de son service. Et puis après, donc, je laisserai la parole à Astrid, qui devait vous présenter les projets qui ont été mis en place récemment avec les résultats que ça a donné. Donc, parlons de l'école de chirurgie avec un grand E. On se rend bien compte que ça tourne, et ça tourne depuis maintenant de nombreuses années autour de la simulation, c'est-à-dire l'utilisation d'un matériel, d'un simulateur procédural, de réalité virtuelle, d'un patient standardisé pour reproduire des situations de notre environnement quotidien. Son but, enseigner des procédures thérapeutiques, répéter les processus et la prise de décision, piste très intéressante. Pour favoriser l'intégration de mécanismes de lutte contre l'erreur, réduire les risques, gérer les risques et s'entraîner à leur prise en charge. Pour qui? Ça peut être une personne, un futur professionnel de santé ou une équipe de futurs professionnels. Et ça, c'est très important quand on vous expliquera ce que l'expérience montpelliéraine et ce qu'a conçu Astrid maintenant depuis de longues années. Alors pourquoi la simulation? Toujours dans une démarche de sécurité, mais on va travailler le procédural, le physique, on va travailler le social, on va travailler le cognitif, l'émotionnel. C'est une méthode globale. On agit sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Cette simulation, ça peut être une évaluation formative. C'est ce qu'on pratique actuellement à Marseille, à Montpellier. Et elle est censée devenir, il faut qu'on développe des systèmes d'évaluation pure et dure à un moment donné, par exemple, pour qu'elle soit intégrée en fin de DES, ou en tout cas au sein du parcours de DES. Alors l'expérience marseillaise, Laura a pu nous envoyer environ 6 diapos hier. C'est des pionniers dans le sens où depuis 2005, ils avaient mis en place un stage de pré-rentrée. Pour les internes en chirurgie digestive, donc ils accueillaient 30 internes, donc c'est vraiment, ils arrivent à leur premier semestre, ils arrivent fin octobre, ils ont tout le temps à disposition pour découvrir leur nouvelle ville, les futures équipes qui vont les accueillir. Souvent, il y a quelques soirées organisées, il y a des liens qui se créent, etc. Il y a très peu de rappels théoriques pour ce qui est du projet marseillais, et ils reçoivent les données en prérequis par mail, puis beaucoup d'ateliers pratiques qu'on va détailler plus parce qu'on les partage à Montpellier, je vais les détailler tout à l'heure. L'école marseillaise a beaucoup travaillé sur le gros animal. Donc au début, ils proposaient beaucoup d'exercices sur le cochon vivant, et puis ça s'est, on va voir, elle m'a expliqué que ça s'est réduit pour les raisons de protection de l'animal, donc réduire leur consommation, essayer de raisonner leur consommation et essayer de les remplacer par d'autres modèles de simulation. Et bien sûr, ces stages de pré-rentrée, ils sont centrés sur donner un minimum, un b.a.-ba aux internes pour pouvoir se sentir en confiance et affronter des premières gardes d'internes en chirurgie qui sont parfois dans des urgences de chirurgie générale, en périphérique par exemple. Donc au niveau enseignement, ça fait intervenir de nombreux des intervenants de chaque spécialité. Ils sont formés aux gestes de base, donc ce qu'on fait à Montpellier aussi, drain thoracique, cystocate, les principes pour comment faire une laparotomie, les principes de la célio, de l'arthroscopie, de l'endoscopie, les plâtres et les sutures. Les modèles, ils ont, comme à Montpellier, ils disposent d'un grand nombre de modèles, et ils ont aussi ouvert des pistes de simulation comportementale. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors cette simulation, elle s'intègre dans le cadre du DES à Marseille, avec au départ 3 sessions de 2 jours. Ça a été fait de 2016 à 2021, centré sur des sous-spécialités de la spécialité chirurgicale digestive. Et puis maintenant, ils favorisent des plus petits groupes avec des sessions qui sont mensuelles. Donc vous voyez, voilà, un rythme fort. C'est pas forcément dans tous les centres qu'on va avoir une session mensuelle basée sur la simulation. Donc ça c'est basé, donc quand on dit que ça s'appuie sur le DES, c'est que c'est basé sur les objectifs fournis par le DES. Donc là par exemple, c'est 3 groupes qui vont être formés à la sleeve, en célioscopie sur le cochon. Et donc on a des objectifs qui sont fournis par les instances universitaires: créer un pneumopéritoine, insérer les trocars dans la cavité, manier des caméras de 0 ou de 30 degrés. Ça c'est les objectifs qui sont fixés pour les phases socles qui arrivent en chirurgie digestive. Et donc, ils ont ouvert la porte à la simulation comportementale avec des jeux de rôle, des simulations de RCP, expérience qu'on avait menée aussi à un moment donné, des RCP cancéro-simulés. Et là aussi, pour aider, ça fait partie des objectifs de nos étudiants, de nos internes, informer un patient, utiliser des ressources humaines, organisationnelles et pédagogiques.
et prise en charge, annoncer les urgences et prise en charge des principales urgences à travers de la simulation comportementale. Voilà pour les quelques expériences marseillaises. En ce qui concerne Montpellier, où on va pouvoir être un peu plus précis, les outils qu'on avait à notre disposition, quand moi je suis arrivé en 2013 par exemple, Astrid était ma chef de clinique, j'étais un ancien interne, les outils qu'on avait à notre disposition étaient des staffs biblio, des décisions, de techniques chirurgicales, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, le compagnonnage qui pourrait être tout à fait au centre de cette diapo, on transmet les connaissances théoriques et pratiques, on passe beaucoup de temps ensemble, au bloc, au service, en garde, de l'anatomie, quand même à Montpellier, j'ai eu une formation en anatomie consistante et elle existe toujours. On peut y accéder. Il y a des projets en cours, notamment là aussi d'anatomie numérique avec de l'anatomie en 3D par le professeur Captier. Et en 2013, ça n'existait pas auparavant. Ce qu'on a appelé l'école de chirurgie, c'était ce stage de pré-rentrée pour nos nouveaux internes. Octobre 2014, on le met en place avec un chirurgien orthopédiste qui s'appelle Louis Dagneau, qui travaille aussi à la Péronie. Le soutien de nos PUPH, vous voyez, on était à l'ancien laboratoire d'anatomie. Un petit mot tout de suite, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Et ce n'est pas que des étudiants, ça nécessite beaucoup d'enseignants. Et donc, après de moultes discussions, tout ça a été géré aussi par Astrid Herrero, qui nous coachait avec Louis Dagneau. En 2015, on a tout de suite ouvert le concept d'une formation multiprofession. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous manque quand on est sur un simulateur? C'est quelqu'un qui nous tient la caméra. Qu'est-ce qui nous manque si on travaille sur un corps? Ça va être quelqu'un qui nous passe les instruments. Alors pourquoi pas prendre des étudiantes de l'école d'IBOD, par exemple, qui vont venir nous aider et se former au passage, et tout ça avec les mots-clés qu'on n'a pas arrêté de citer, de l'union, qui participe au bien-être, et peut-être être dans du niveau 4-5 en termes de flow. Voilà. La simulation, c'est une organisation lourde, chronophage, qui demande beaucoup de ressources humaines. Il faut réunir un maximum de personnes pour assurer la logistique, et il faut former en même temps un maximum de personnes dans de bonnes conditions. Il faut beaucoup de monde pour avoir de bonnes conditions. Donc profitons-en et faisons du multiprofession. Donc ça, c'était un premier concept. Ça, c'est le programme de l'école de chirurgie qui va avoir lieu la semaine prochaine. Accueil par le doyen, les maquettes d'internat, la responsabilité de l'interne, urgence thoracique et vasculaire. Chaque spécialité va aborder essentiellement les gags à éviter à tout prix, les urgences à ne pas, les erreurs à ne pas faire, et des ateliers, pardon, oui, tu voulais ajouter, le topo plan blanc, voilà une nouveauté pour former au plan blanc et tout ce que ça comporte. Les ateliers, donc à chaque fois avec les ateliers pratiques, drainage thoracique, sondage, sonde nasogastrique, la recherche pendant l'internat, la checklist au bloc opératoire, retour d'un patient à domicile, très important, urgence ORL, l'avis de l'interne de mine, donc l'interne de salle ou l'interne qui est dans le service, parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça à Montpellier, les règles de base, urgence orthopédique, encore une session d'atelier, l'ophtalmo, la neurochir, la chirurgie digestive et la pose de porte à 4, relation chirurgien-anesthésiste, très important, urgence gynécologique, urgence pédiatrique, un petit mot de la fin, voilà, ce qui est prévu la semaine prochaine pour nos étudiants, avec à chaque fois des soirées organisées, en espérant que ce sera possible, entre ces différentes journées. Ce qu'on appelle aussi la simulation orientée sur le parcours patient, avec de la simulation comportementale, c'est-à-dire quand on a une structure comme ici, avec des caméras, des salles de briefing, de débriefing, on va pouvoir travailler la consultation préopératoire, la mise en place de la checklist au bloc, la consulte aux urgences, la prise en charge des complications, l'annonce d'une complication grave. Et on avait accueilli l'équipe de la CHBT Jeune avec le professeur Castin, qui était venu autour d'une journée à thème sur la cholécystectomie et la plaie des voies biliaires organisée par Astrid et le professeur Navarro. Tu veux peut-être enchaîner tu voulais commencer aussi, oui. Ben là, ça parle de toi, je te laisse ta photo. Non, donc ça, c'était juste pour vous dire que là, on avait acquis récemment le LabSim, donc le simulateur numérique, c'était surtout pour mettre ça en avant, à un appel d'offres interne Muse, qui est propre à Montpellier sur l'université d'excellence. Rappeler le prix de cet outil,
qui est de 60 000 € à la base, puis ensuite, à chaque fois, les modules d'intervention sont quand même assez chers, mais qui concernent toutes les disciplines. Et lorsqu'on fait l'achat d'un de ces produits, il faut toujours avoir une vision globale, mutualiste, et à qui ça peut servir, et évidemment au maximum de spécialités. Donc c'est vraiment un point clé. L'intérêt de ce genre d'outils, vraiment, c'est qu'on peut paramétrer le curriculum et faire des phases d'apprentissage qui sont bien définies. Mais ça, c'est vraiment un temps important à prendre, parce qu'en fait, il ne faut pas croire que le simulateur arrive, il est livré, ou certes, il y a plein d'exercices dedans, mais en fait, après, il faut paramétrer la machine, les exercices et ce qu'on y attend, et ça, c'est un vrai temps dédié. Donc finalement, nous, ce qu'on a mis en place pour le troisième cycle, on a appelé ça donc les Sim Week. C'est important, je crois, de mettre un mot que tout le monde connaît, tout le monde peut répéter pour la communication, parce que maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs, que lorsqu'il y a la Sim Week, et ben voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la formation des internes, et pendant une semaine, on met tous les outils de simulation à disposition au 4e étage pour former les internes. Donc, c'est 5 semaines par an. Et en fait, ces semaines, elles ont été établies. On les fait 2-3 semaines après le début du stage de premier semestre, enfin du semestre, 3 premières semaines. Et puis, on la refait à la fin du stage, ce qui permet d'avoir une évolution du parcours de l'interne. Donc, c'est mutualisé, c'est-à-dire qu'il y a les digestifs, mais il y a aussi les gynécos, les uros, les pédiatriques, les thoraciques. On a essayé de proposer des ateliers qui peuvent être reproduits pour tous ces types de chirurgie. Et on a essayé aussi de mutualiser en se disant que le matériel était à disposition, mis en place pendant une semaine, donc on n'avait pas à chaque fois à réaménager tous les circuits, et que du coup on allait faire profiter aussi les étudiants de deuxième cycle, et on allait aussi faire profiter les paramédicaux avec la mutualisation avec l'IFSI, et puisqu'on a à faire toute la formation des actes exclusifs, qui prend beaucoup de temps. Donc finalement, on a cumulé tout ça, et on fait tout ça dans la même semaine. Alors, il y a des ateliers, comme on l'a déjà dit, et ces ateliers, ils sont par niveau. Et puis, si on n'a pas passé le niveau 1, si le niveau 1 n'est pas validé, on ne va pas à la station du niveau 2. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est aussi dans la démarche sportive et dans la réalisation d'un mouvement, eh bien, on ne fait pas une vrille avant de savoir faire un salto arrière. Donc, c'est exactement le même principe en chirurgie, et on fait progresser comme ça les étudiants. L'intérêt de cette plateforme, et qui est tout le monde qui passe ici et que c'est identifié, c'est que c'est interdisciplinaire, c'est pluriprofessionnel, et ça fait que c'est très dynamique et que ça mutualise des moyens, et pour la vie de la plateforme de simulation, c'est très important. Parce que sinon, ce qu'on risque, c'est que des simulateurs restent dans des petites pièces qui ne sont jamais utilisées, avec des coûts qui ont été dépensés, et là, je dirais, c'est la catastrophe. Donc, pour qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait du monde. On l'a déjà dit, ce qu'on insiste là-dessus aussi, c'est le tutorat, avec des vieux et des jeunes internes qui s'aident, qui s'entraident. Et en fait, là, à côté, vous ne le voyez pas, mais il y a l'évaluateur qui note, qui chronomètre, selon une grille qu'on a établie. On s'est aperçu que finalement, ces formations, elles étaient très appréciées, et par les internes, évidemment, mais surtout par les enseignants, enfin nous, les chirurgiens, en fait, qui passons un temps à apprendre de manière personnalisée à quelqu'un d'autre, donc aux jeunes, les techniques de chirurgie. Et donc, le mentorat, le compagnonnage, l'encadrement personnalisé, c'est exacerbé dans ces moments-là. C'est dédié pour ça. Bon, ça, c'était pour vous montrer le matériel synthétique qu'on utilisait, soit avec des gestes très précis, soit avec des interventions entières, avec des colectomies qu'on peut imaginer, par exemple, avec ce type de modèle. Ça, j'adore mettre cette photo parce que je vous ai montré des prix assez importants de simulateurs numériques. Ça, c'est un cas de tumeur pancréatique
qui envahit la veine porte. Alors, il faut l'imaginer, c'est contextualisé, mais n'empêche que ça coûte 0 €. Et en fait, le doigt simule la veine porte et le petit dessin, c'est la tumeur qui va envahir. Et en fait, là, l'interne, il est devant cette situation-là et on lui dit, vas-y, stratégie préopératoire, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas faire? Et ensuite, il va proposer le geste qu'il va faire, c'est-à-dire soit une résection anastomose complète, soit une résection latérale, etc. Donc ça, c'est de la simulation. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être inventif dans les exercices qu'on propose, parce qu'avec pas grand-chose, on peut faire des grandes avancées, des grands messages pédagogiques. Comment c'est organisé? Donc c'est une semaine. Tous les après-midi, c'est réservé aux internes. Et en fait, ils ont les semaines à l'avance et ils vont s'inscrire. C'est obligatoire. Donc, ils réservent leur créneau. Ils ont un créneau de 2 heures ou 3 heures. Et ils vont se le réserver. Et il y a les formateurs qui sont en regard. Oui, les uros, donc les gynécos, les chairs pédiatriques, ils ont aussi à réserver leur créneau et participer. On a choisi vraiment de centrer aussi notre école de chirurgie sur le prélèvement multi-organes. Alors, je suis chirurgien transplanteur, j'ai fait du prélèvement multi-organes. Je considère que cette intervention est vraiment une école de chirurgie à part entière et une des plus complètes. Et donc, on a basé toujours la journée du vendredi et ciblé sur le PMO. Donc, tous les internes de chirurgie passent sur la formation PMO et sur le don d'organes, l'éthique. Donc, c'est très large comme formation. Là aussi, elle est pluriprofessionnelle, où on forme les infirmières instrumentistes qui vont participer à l'activité du prélèvement multi-organes. Donc, encore une fois, c'est pluriprofessionnel. Cette formation, elle est déployée en parallèle au CHU de Nîmes, puisque vous savez que la particularité de Montpellier, c'est que c'est Montpellier et c'est Nîmes, donc c'est 2 sites universitaires. Et en fait, depuis cette année, nous allons développer, on va se répartir donc les enseignements, où Montpellier fera le PMO et Nîmes finalement fera les gestes que je disais ce matin, essentiels, mais qui se font de plus en plus rares, que sont la splénectomie, la bord cervicale, la thoracotomie. Donc les 2 sites se répartissent les enseignements. Concernant l'évaluation, donc on a établi une grille finalement qui est un peu similaire à celle qui a été présentée par Rouen. On a encore des difficultés pour recueillir les données et pour montrer les résultats, mais c'est en train de s'améliorer. Et puis là, je veux parler des grilles d'auto-évaluation donc sur le comportemental et l'apprentissage. Donc c'est ça qui a été très important, et le débriefing après chaque séance. Donc pourquoi ça marche la Simweek? Bien parce qu'en fait, on est parti du principe que ces séances, elles étaient obligatoires, qu'en fait c'était de l'évaluation. Alors elles ne sont pas certifiantes pour l'instant, mais les internes y vont et ils se disent qu'ils sont évalués. Ils sont chronométrés, il y a un formateur qui est là. C'est répété, c'est programmé, c'est suivi, il y a un débriefing. Et en fait, ça a stimulé la demande des internes pour finalement une autonomie pour pouvoir s'entraîner. En fait, on a fait l'effet inverse, c'est-à-dire, voilà, écoutez, maintenant, on vous évalue, et puis ils se sont rendus compte que, en fait, ils aimeraient bien s'entraîner. Et donc, ils ont construit la charte d'utilisation de la plateforme en autonomie par les internes, et on va développer le tutorat. Et là, ils vont pouvoir s'entraîner tout seuls, venir travailler tout seuls à la plateforme. Mais on a fait ce cheminement-là. Juste un petit mot pour montrer comment on peut enrichir, complexifier le modèle. Et en avant-première, vous êtes peut-être monté là-haut, mais vous avez vu que donc ce LabSim, on a imaginé qu'on pouvait le mettre au centre d'une pièce et qu'on pourrait diffuser donc sur 2 murs, notamment en L, là vous voyez, projection 1, projection 2, essayer que l'interne qui va être sur ce LabSim soit en immersion visuelle et sonore au bloc opératoire. Et pour pouvoir aussi s'intéresser, expérimenter sur des distracteurs, c'est-à-dire on peut évaluer sa performance sur une intervention cholécystectomie avec de la musique classique versus du rock, des choses comme ça, et puis aller monter en termes de distracteurs. Donc on a tourné au bloc opératoire de Saint-Éloi. Alors c'est pas encore tout à fait monté, et on a juste, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, voilà ce que ça donne. Donc là, il y avait un petit peu de lumière dans la salle.
Mais donc, il y a l'e-body qui se lève, il y a le téléphone qui sonne, qui le tend comme ça vers la caméra hein, quand on a tourné. Et on peut essayer de demander à l'opérateur qu'est-ce qu'il doit faire. L'urgentiste l'appelle, il y a une rate qui saigne, il est en plein milieu de sa cholécystectomie, voir ce qu'il répond et l'évaluer sur sa prise de décision. Voilà, on a simulé, il y a l'incendie dans la salle d'à côté, il y a la panne d'électricité, il y a le tremblement de terre, enfin on s'est amusé à faire beaucoup de choses. Ça c'était plus pour le défi technique. Mais ça aussi, on va essayer de complexifier donc, le modèle grâce à ce projet-là, qui est dirigé par Blaise Debien, qui a eu un financement là aussi par Muse via des appels d'offres internes. Prépa bloc maintenant, je rends la parole à Astrid. Oui, alors ça c'est vraiment l'innovation pédagogique pour moi de l'année dernière. C'est un projet très important parce qu'on a parlé beaucoup de l'interne de chirurgie. On a parlé beaucoup de problèmes justement peut-être de personnes qui se trompaient, qui imaginaient quoi que ce soit. On a beaucoup parlé d'anatomie et le niveau de connaissance d'anatomie était très inquiétant au niveau de l'internat. Mais alors, il est, je pense, indispensable, fondamental de s'intéresser au deuxième cycle et de la place de la chirurgie dans le deuxième cycle. Pourquoi attendre le troisième cycle pour commencer à parler de chirurgie? Juste un petit rappel, là, les réformes du deuxième cycle, l'anatomie, quand même, s'est énormément réduite au niveau du programme. Les traitements chirurgicaux ont quasiment disparu. On a une réduction de moitié des externes dans les services. Je me pose quand même la question à un moment de qui va choisir chirurgie et comment et pourquoi. Et donc pour moi, c'était un élément fondamental de proposer un enseignement universitaire initial de deuxième cycle sur la chirurgie et le bloc opératoire. Parce qu'il faut absolument identifier ce parcours. Ça va avec la R2C et le parcours personnalisé. Ça va avec la gestion des risques, la sécurité, sécuriser un environnement et aussi probablement peut-être faire réduire les tensions, les pressions ou l'appréhension des jeunes à cet univers du bloc opératoire qui est considéré comme hostile et à risque. Donc, on a construit une UE libre qui est réservée donc aux troisième année de médecine. Et l'originalité, c'est qu'il y a deux types aussi de formateurs. C'est l'école d'e-body, l'école de médecine, enfin les chirurgiens. Et on a intégré aussi dans les apprenants les ingénieurs du LIRM. Donc déjà, dès le deuxième cycle, on fait une formation pluriprofessionnelle avec des ingénieurs, des infirmières, des industriels et des étudiants en médecine sur la chirurgie et sur ce que c'est que le monde du bloc opératoire. Donc l'objectif et le potentiel, en tout cas, c'était de susciter des vocations, faire des extractions d'idées et d'innovations, et peut-être aussi de dire à certains que finalement, le bloc opératoire, c'était peut-être pas pour eux, mais dès le deuxième cycle. Alors, le programme, donc c'est sur une semaine. La première journée est exclusivement théorique. Donc, rappel théorique, hein, on l'a dit et redit, les fondamentaux, c'est pas parce qu'on innove et qu'on a de la technologie extraordinaire que tout d'un coup, les fondamentaux doivent disparaître. Et donc, il y a tout un rappel sur, toute une partie théorique sur l'univers du bloc opératoire, qui va du circuit du malade opéré, le fonctionnement d'un bloc opératoire, tous les métiers et les missions du personnel du bloc opératoire. Et ensuite, donc pendant cette semaine-là, on a créé 9 ateliers qui sont des ateliers pratiques. Et puis, on a parlé du jeu tout à l'heure. Avec l'école d'e-body, on a créé un jeu de cartes qui est finalement des situations de départ où en fait ça va créer plein de situations qu'on rencontre au bloc opératoire et on va faire réagir les étudiants de comment se positionner au bloc opératoire quand on est étudiant en médecine. Donc, je vais juste... Alors, attends. Juste une des originalités, dernière originalité, c'est qu'on a créé un hackathon. Donc, un hackathon, c'est quoi? C'est en fait, c'est des séances de créativité qui se sont déroulées sur toute la semaine. On avait fait 5 équipes
Et chacun avait une thématique à développer autour du bloc opératoire. Et à la fin de la semaine, ils devaient nous présenter une création, une innovation sur la thématique du bloc opératoire. Et ça a été vraiment très intéressant. Et ils ont vraiment apprécié. Donc on avait fait une vidéo pour vous montrer ce qu'a été Prépabloc. Il y a du son. Ouais, normalement. Prépabloc, c'est une idée au départ qui vient du terrain, le constat d'un manque crucial d'une formation initiale pour le bloc opératoire qui est considéré comme hostile à haut niveau de sécurité. Afin d'améliorer cet apprentissage, Prépabloc répond totalement à ces attentes avec un programme pédagogique théorique sur la sécurité et l'univers du bloc opératoire et les différents métiers qui le composent. Cette semaine Prépabloc, ça permet de sensibiliser à ce qu'est la vie au bloc opératoire. Ceci est fondamental parce que, vous le savez, les étudiants en médecine doivent se déterminer très tôt. Aider à asseoir ce choix important pour la vie des étudiants, et c'est un des objectifs réussis de cette semaine Prépabloc. Prépabloc nous apporte vraiment de la pratique et c'est vraiment venu compléter, je trouve, la théorie que l'on a eue tout au long de l'année. Mes attentes vis-à-vis de l'UDEMIC ont été pleinement satisfaites et encouragé mon envie pour la chirurgie. Ainsi, ces 5 jours ont été l'occasion de rencontres inspirantes et motivantes pour la suite de mes études, tout en me confortant à l'idée de faire potentiellement la chirurgie. La plateforme de simulation de la faculté de médecine de Montpellier offre de multiples possibilités aux jeunes médecins, jeunes chirurgiens, grâce aux outils technologiques de simulation dont dispose ce plateau, cette plateforme, et qui est assez unique. L'extracteur d'innovation du CHU accompagne ses praticiens dès le début dans le montage du projet et dans la recherche de financement. Et dans le cas particulier de Prépabloc, nous avons continué avec l'organisation d'une séance de sensibilisation à l'innovation pour les étudiants, et c'est ce que l'on appelle un hackathon. Le projet UDEMIC, c'est un exemple d'excellence pour nous. Nous sommes là aux côtés de Astrid Herrero. Nous l'avons financé, nous avons accompagné la créativité. Nous avons redistribué plus de 8 millions d'euros au service de l'innovation pédagogique et à toutes les composantes de l'Université de Montpellier et des écoles associées. Alors voilà, c'était un film donc, qui a été fait aussi par un étudiant en audiovisuel, parce qu'on travaille avec des étudiants de l'audiovisuel qui ont suivi le parcours. Juste pour le résultat des hackathons, donc, qui a été très intéressant. Donc le groupe qui avait gagné, il proposait de créer ce qu'ils ont appelé la bloc mobile. C'était de constituer un camion à la mode, c'est pas sorcier de Fred et Jamy si vous connaissez, mais donc en gros de faire un camion qui circulerait dans toute la France avec un module Prépabloc tout clé en main
pour pouvoir aller dans toutes les universités et proposer cet enseignement. Donc en une semaine, les étudiants ont été très productifs, ont eu plein d'idées et c'était vraiment très intéressant de travailler sur ce côté-là. On a eu aussi des applications sur la gestion du stress et c'était intéressant de voir leurs besoins en fait aux étudiants parce que parfois effectivement on ne s'imagine pas du tout ce dont ils ont besoin. Donc ça pour nous c'était très enrichissant et puis surtout ça a été une formation de 35 étudiants quand même en médecine. Là pour l'année prochaine il y en a encore 35 qui sont inscrits. Ce qui a été intéressant, c'est que dans les évaluations après, il y en a 5, par exemple, qui ont dit à la fin, en fait, je crois que la chirurgie, ce ne sera pas pour moi. Alors peut-être qu'en fait, on ne sait pas, mais c'est important qu'une formation comme ça, elle soit discriminante dans ce sens-là, peut-être pour limiter après les écueils. Et donc pour finir, j'espère qu'on a pu vous démontrer qu'on pouvait construire petit à petit des briques. Donc si on part du 3e cycle, ce qui est le plus classique, avec l'école de chirurgie, ces stages pré-rentrés pour nos jeunes internes, et puis ensuite donc la mise à disposition de semaines de formation, 5 par an, pendant toute la période de leur internat. Et après, notre originalité, de manière à construire toutes les pièces du puzzle s'emboîtent, c'est de déborder sur le 2e cycle, en créant cet UE prépa-bloc destiné aux étudiants de 3e année, et un projet aussi qui est prévu pour 2024-2025, c'est qu'on organise, on reçoit tous des étudiants, si vous voulez, qui sont en dernière année de 2e cycle, et donc de créer des stages vraiment pré-professionnalisants pour que ces super externes, qui vont devenir externes, pendant la période du matching, puissent venir dans des services de chirurgie s'ils le souhaitent et qu'on leur réserve un accueil particulier, en fait. Qu'on les traite vraiment comme des internes juniors, je dirais, et qui puissent bénéficier de toute la palette d'outils de la faculté. Et un mot pour clôturer, parce que c'est aussi ce qu'ont constaté tous les orateurs d'aujourd'hui, c'est l'importance et la difficulté de l'évaluation de toutes ces formations. Évaluer les étudiants, générer des données et valoriser les datas qui en sortent pour communiquer, publier et que ce temps-là soit valorisé sous la forme d'une recherche pédagogique. Après, les perspectives à long terme, notre rêve à tous, qu'on puisse avoir nos Master 1, nos Master 2 de chirurgie, d'anatomie, de sciences chirurgicales, de robotique, et que ce laboratoire soit un vrai laboratoire au sens administratif du terme, labellisé au sein de la faculté. Voilà, merci pour votre attention. Tout à fait. Comment vous voyez l'avenir pour rendre cette structure extrêmement dynamique, qui quand même jusqu'à présent dépend beaucoup de votre énergie, pour qu'après, alors vous avez parlé des Master 1, Master 2, mais comment on peut arriver à rendre ces élans, parce que le coup de pédale ne se limite pas à 4 ou 5. À 4 ou 5, parce que vous allez voir, il ne faut pas vous leurrer, dès que vous allez être vous allez avoir des contraintes telles que passer une après-midi. Mais en fait, comment vous voyez les choses? Le concept, l'idée, peut-être que c'est 1 ou 2 personnes, mais ça, on y est arrivé, il y a 20 personnes. J'ai coupé le film là, mais il y a ceux qu'on préparait prépa-bloc, c'est 19 chirurgiens, chefs de clinique qui étaient là, où on a fait des réunions de collaboration, on a construit le programme ensemble. On est bien, en fait, tout est conçu pour que justement ce soit pérennisé, qu'il y ait une dynamique, qu'il y ait un tutorat. Là, l'idée de prépa-bloc, donc ils ont tous reçu un mail, une évaluation, et on va ouvrir une école de tutorat. C'est-à-dire qu'on va considérer que justement qu'on va former des jeunes au tutorat qui vont probablement, ça va leur servir dans leur parcours, en plus de, s'ils veulent devenir chirurgien un jour, ils pourront dire on a été tuteur de la plateforme de simulation chirurgicale de Montpellier
Et au moins, on les aura formés et aussi, ça apprend aussi ça, c'est-à-dire la transmission, l'enseignement. Ensuite, on a déjà, enfin moi je sais que il y a 3 chefs de clinique qui s'occupent de la simulation et qui vont être fléchés là-dessus. Et voilà, c'est-à-dire que, bon, moi, plus vite, on va pouvoir déléguer, enfin oui, et construire ensemble. Là, c'est 19 personnes qui ont conçu ça. Certes, l'idée, rechercher le financement, écrire le projet, oui, c'est 1 ou 2 personnes. Mais après, le fonctionnement, c'est énormément de monde. C'était ma dernière diapo, mais Astrid ne voulait pas que je la mette. Comment on passe de l'homme orchestre à l'orchestre symphonique. Et ça peut fonctionner que si on est dans cette configuration-là. Pour l'instant, c'est le cas. En effet, il faut que cette énergie dure.